Je reprends ma casquette président des dirigeants commerciaux de France et en tant que partenaire et porteur avec Vincent Faury du projet du Social Selling Forum d'Angers, donc premier du nom, je trouvais intéressant de faire venir Monsieur le maire. Donc merci Monsieur le maire d'être présent. Et j'avais simplement envie en fait que ce social selling porte aussi l'image ou l'étiquette de l'innovation et de la dynamique que la ville met dans l'innovation et particulièrement sur des nouvelles technologies. Donc voilà, c'est une question ouverte ou en tout cas prise de parole ouverte sur Monsieur le maire, Angers. vous dites ce que vous voulez. Hein. Bon, voilà. Vous avez... Et merci d'être là en tout cas. Merci beaucoup Monsieur Béchu d'être là. Merci à toi Vincent et merci Monsieur le maire. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je suis d'abord évidemment très heureux d'être là, puisque c'est la première fois qu'un Social Selling Forum est organisé ici à Angers, et je voudrais à la fois saluer son fondateur, dont j'ai compris que dès qu'on l'avait rencontré une minute, on avait le droit de le tutoyer. Donc je te dis bonjour et je suis content de te voir aussi. Je voudrais également saluer le président des DCF, Vincent Caltabellota, que je suis ravi de retrouver ici. Et puis vous saluez toutes et tous, que vous soyez angevins ou que vous ne le soyez pas encore, puisqu'il n'y a que deux catégories, à vrai dire, au monde. Ceux qui le sont déjà et ceux qui rêvent de le devenir. Et pour une petite part d'entre eux, ils auront la chance que ce rêve puisse se réaliser. Cette journée d'aujourd'hui, elle est finalement marquée par le fait que, vu de loin dans mon agenda, je vous l'avoue, j'ai cru qu'elle avait été consacrée au thème du social, puisque cet après-midi, j'ai la rentrée des solidarités avec le CCAS au Centre des Congrès, et ce matin, il y avait marqué Social Selling Forum. Même si je n'ai pas un niveau en anglais absolument extraordinaire, je me suis bien douté qu'il ne s'agissait pas de parler de social avec les fabricants de sel de la région de Saumur, et qu'à partir du moment où les choses se tenaient à l'ESCA, il y avait vraisemblablement une dimension marketing qui était plus marquée. On m'a donc demandé de faire le mot du maire en me donnant des consignes finalement assez limitées, qui consistait peut-être à vous dire un mot de la stratégie ou en tout cas de la réalité digitale ou numérique du territoire, et puis d'être suffisamment court pour qu'il puisse y avoir quelques questions ensuite. Je ne vais évidemment pas ni vous assommer de chiffres, ni faire en sorte de multiplier les références, mais peut-être à la manière d'un porteur de projet qui ferait un pitch devant les membres des DCF, du réseau Entreprendre, des Mordus, du BNI, de la CCI, de n'importe quelle structure qui a comme vocation de booster, d'accélérer l'entrepreneuriat sur ce système, je vous dirai la chose suivante. Années 50, Angers, première ville de France, en province, à accueillir des formations dédiées à l'électronique. En 1954, il y a une nuit de l'électronique, ne fantasmez pas, organisée par un prêtre dans les Mauges, c'est la vérité, l'abbé Jeannetot, pour regarder comment, je vous jure que c'est vrai, vous pouvez aller taper sur Internet, etc. Avec cette idée, finalement c'est de la sous-traitance, il y a des choses à faire. L'électrification du milieu rural, c'est un vrai sujet. Qui dit électrification dit compétences techniques, dit montée en gamme, ce qu'on est capable de faire dans la chaussure, dans le textile, avec une vraie précision. On doit être capable de le faire pour être capable de faire de l'assemblage sur les métiers électroniques. Et cette réalité-là, elle va prendre de l'ampleur, elle gagne l'agglomération angevine, et elle explique qu'on est ici, il y a 30 ou 40 ans, des milliers d'emplois dans l'électronique. 6 000 personnes qui travaillent chez Thomson pour assembler des téléviseurs avec des tubes cathodiques. Les plus jeunes demanderont à leurs parents. Et là, ça fait vraiment bizarre. 3 500 personnes qui travaillent chez Bull. Là aussi, il y aura des explications pour faire de l'assemblage d'ordinateurs français. Et de tout ça, la mondialisation arrive. Globalement, les pays à bas coût de main-d'œuvre captent une partie de ces tâches. Il reste sur ce territoire des gens qui, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils sont devenus angevins, ne veulent pas perdre ce qui est évidemment un titre de gloire dans leur vie et veulent rester ici, malgré ces délocalisations. Et on se retrouve avec un bassin d'emploi qui, quand on se retourne il y a quelques années, représente dans 900 entreprises 7000 emplois sur Angers directement connectés à l'électronique, avec un changement de méthode entre-temps. C'est que quand on parlait d'électronique dans les années 70, il fallait que l'entreprise fasse de l'électronique. Aujourd'hui, on ne compte pas des gens qui font de l'électronique,
par exemple, chez Scania, officiellement, ils font de l'assemblage de camions, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils font quand même de l'électronique, bien qu'il s'agisse d'une activité d'un autre type. Sauf que la promesse de dire on est la ville de l'électronique, vous avez envie de venir chez nous parce que vous croyez aux nouvelles technologies, ça marchait peut-être il y a 40 ans. Aujourd'hui, comme il y a de l'électronique dans tout, ça ne permet pas d'aller expliquer ce qu'est la promesse réelle de votre spécialisation. Et cette promesse réelle de spécialisation, là aussi, à la manière d'une entreprise, si vous n'avez rien en vitrine et si personne ne sait ce que vous êtes, il y a peu de chances que des gens poussent la porte pour vous poser la question. Et une ville, elle a besoin, en termes de marketing territorial, d'avoir un ou deux traits d'image auxquels on l'associe. La douceur, c'est sympa, mais d'un point de vue économique, ce n'est pas forcément le premier critère qui fait qu'on va avoir envie d'aller chez vous, sauf si vous êtes dans le massage, les huiles, le zen, etc. Et donc, à l'intérieur de tout ça, nous, on a dit dans l'électronique, on va prendre un truc qui, si possible, a plutôt de l'avenir et qui correspond à des choses sur lesquelles on a des vrais savoir-faire et qui, enfin, peut être capable de créer des emplois. Et c'est comme ça que, depuis 4 ans, on essaye de mettre le paquet sur les objets connectés. D'abord parce que dans objets connectés, il y a objets, donc il faut les produire. Et ça fait appel à des savoir-faire qui existent ici depuis très longtemps. Ensuite, parce que ça correspond à une réalité. La particularité de notre territoire, c'est le poids du hard par rapport au soft. C'est la place des Lacroix, des Éolanes, de ces entreprises dans lesquelles on continue à faire de l'assemblage. Ensuite, c'est une vision qui consiste à mesurer que le consommateur, de manière générale, quelle que soit la façon dont il achète, il aimerait idéalement être le seul à avoir le produit qu'il a entre les mains. Et il a un désir de personnalisation. Et ça crée des opportunités de relocalisation ou de customisation au plus proche de l'endroit où les consommateurs existent. Et l'enjeu pour nous, il est finalement celui-là. Autour des objets connectés, en termes de stratégie digitale, un objet, il faut le prototyper, le produire en grande série, on n'est plus aujourd'hui, ou on n'est pas encore redevenu compétitif. Ça se passe en Asie du Sud-Est. Mais un prototype, quand vous en faites 3 ou 5, vous n'allez pas aller au cul d'une machine à Wuhan, ou à Suzhou, ou à Shenzhen, pour en faire 3 ou 5. D'abord parce que la taille des entreprises là-bas fait qu'ils ne s'intéressent plus à quelqu'un qui leur en demande 3, et ensuite parce que le prix du billet d'avion va vous coûter plus cher que le prototype. Tout l'enjeu, c'est que les prototypes et les petites séries, jusqu'à trouver la levée de fonds qui vous permettra de passer à la grande série, ça puisse se faire ici. C'est comme ça qu'est née la Cité de l'objet connecté. C'est pas seulement un lieu où on joue au billard, où on boit du café et où on se pose la question de savoir ce qu'on fera quand on sera riche. C'est un lieu dans lequel, au-delà d'avoir un projet, on fait en sorte de pouvoir aller jusqu'au prototype ou jusqu'aux premiers objets. Deuxième chose, cet enjeu de customisation. Il y a des choses qui sont produites de loin. Pour les acheter, j'ai envie qu'il y ait un truc qui soit différent. C'est le succès des coques des smartphones, où là c'est externe, mais il y a la manière dont on personnalise potentiellement, y compris une partie de ces objets, et dont la variété des assemblages permet d'aller déclencher un acte d'achat. Et là, il faut être au plus près du consommateur pour pouvoir le faire dans un temps d'adaptation qui va être plus court. On pense qu'il y a des enjeux de relocalisation et on travaille sur le cluster de WeNetwork avec tout ça. Là, on est dans l'électronique et dans le digital, on n'est pas encore dans ce qui est le cœur de ce que vous dites aujourd'hui. Et j'y arrive tout de suite et maintenant pour faire ma pré-conclusion qui précédera vos questions. Accueillir la Cité de l'objet connecté, être un territoire sur lequel vous avez des entreprises qui travaillent dans ce champ, c'est top. Mais ça ne fait pas de vous, en termes de ville, un écosystème qui est ou vertueux ou pionnier par rapport à une partie de tout ça. Et notre conviction, c'est qu'on a la taille idéale pour être une ville qui puisse davantage faire parler d'elle et être pionnière dans le domaine du digital. Finalement, les startups, ça nous a appris quoi? Que dans l'évolution des entreprises, c'était plus les plus gros qui mangeaient les plus petits, c'était les plus agiles qui survivaient. Dans ce contexte, une ville de notre taille, elle a le mérite de l'agilité, à défaut d'avoir tous les atouts de la taille. Et cette agilité, elle permet de construire un écosystème où tout le monde se parle. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de dire on n'est pas seulement la ville qui accueille la Cité de l'objet connecté, on doit devenir la ville connectée, avec une stratégie digitale extrêmement puissante qui va
dans les semaines et les mois qui viennent, prendre une toute autre dimension. C'est valable dans les expérimentations qu'on fait sur le territoire. C'est surtout valable dans l'ambition que nous avons, sur le modèle de Dijon, mais en mieux, de devenir une ville intelligente où on fera en sorte que les services rendus à la population et que les infrastructures permettent ensuite aux acteurs du digital de pouvoir développer et déployer leurs propres projets. Et j'arrive à la vente et à ce qui, pour moi, est l'enjeu de là où je suis. Mon sujet, c'est comment on fait pour à la fois satisfaire des consommateurs qui trouvent pratique d'avoir la totalité du catalogue sur Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et souvent des prix qui sont plus attractifs que ce qu'ils peuvent trouver dans la boutique au coin de chez eux, et pour que nos centres-villes ne se vident pas, à l'exception des coiffeurs, parce que c'est encore compliqué à proposer par Internet, des bars et des restaurants, même si pour certains d'entre eux, on aimerait qu'une partie de la vente se fasse par Internet et pas à 2 heures du mat dans les cris et les chants des écoles qui font leur intégration en plein centre-ville d'Angers. Et là, ceux-là n'ont pas de problème d'attractivité à l'heure qu'il est, dans un contexte où on gagne de la population, où on gagne des entreprises, etc. Comment on fait? Est-ce qu'à un moment, on n'a pas aussi à diffuser la culture de la vente par Internet dans un contexte où, en gros, il y a 5% des commerces de ce pays ou des entreprises qui font de la vente par Internet, et en face, on est déjà à 40 ou 50% de nos concitoyens qui ont au moins acheté une fois quelque chose. Donc on a un enjeu pour digitaliser l'économie traditionnelle pour pas qu'elle se fasse uniquement cannibaliser par une économie nouvelle. Quitte à ce que nous, collectivités, par rapport à des petits acteurs, autour de dispositifs de click and collect mutualisés, en utilisant des logiques de dernier kilomètre, en utilisant par exemple le site du Mine, qui a le mérite d'être central, on puisse regarder comment accompagner des acteurs de petite taille qui, à travers des spécialistes de la vente digitale, permettraient eux-mêmes d'accéder à une partie de ce marché. Et de tenir les deux côtés, conserver des enseignes qui correspondent à la vitalité d'un centre-ville et aux raisons pour lesquelles on se promène au-delà du sport, de la culture et de la joie de passer des moments avec les autres, et en même temps, la nécessaire satisfaction des consommateurs pour qu'ils ne se tournent pas uniquement vers des plateformes mondiales qui sont à l'extérieur de ce territoire. Voilà, Monsieur Caltabellota, ce que je dirais en 14 minutes pour répondre à votre question et par rapport à la feuille de route que vous m'aviez donnée. Et maintenant, j'écoute avec plaisir l'ensemble des questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Monsieur Béchu. Bon. Alors, exceptionnellement, vous pouvez poser une ou deux questions hein, dans cette plénière. Parce qu'à chaque minute qui passe, tu perds un litre d'eau quand même. Ah. Qui veut poser une question au maire? Il ne sera pas en atelier, lui, cet après-midi. Donc, lui, vous ne pourrez pas interagir avec lui cet après-midi. Hein. Les autres, oui, mais pas lui. Une question pour le maire? Peut-être liée au social selling, ou liée au digital, ou liée... Voilà, là-bas, il y a Renaud qui veut poser une question. Alors, tu es d'Angers, toi, Renaud? Ben, viens. Allez. Réfléchissez à une deuxième question, à prendre deux questions. Voilà. Moi, je réfléchis à ma question à moi déjà. Bonjour, monsieur le maire. Alors, en fait, ma question par rapport à ce que vous avez expliqué, c'était de savoir comment vous comptiez doser l'humain, qui est la composante principale de la ville, et le digital dont vous parlez. Il ne faut pas aller trop loin dans le digital. Je pense au social. Il faut garder l'humain, il faut mettre l'un au service de l'autre. Quel est votre avis là-dessus ? Bon. En une minute, hein. Ouais, en une minute. Mais j'ai le droit en une minute de prendre 5 secondes pour savoir ce que je vais répondre à la question à laquelle je ne m'attendais pas. On avait dit que c'était pas ça la question que tu devais me poser normalement. Tu étais censé dire un truc, c'est trop top, Angers, c'est génial, voilà. Bref, mais c'est pas grave. On le refera plus tard. Ce que je crois, c'est que ce qui en apparence peut être une contradiction peut au contraire permettre d'être une opportunité. Le digital le plus puissant, c'est celui dans lequel il y a le plus d'humains. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux fonctionnent si bien, et moins vous donnez le sentiment que vous vendez quelque chose, et plus il y a de chances qu'on vous l'achète. Parce que si vous êtes capable de créer cette connexion... Bon. À l'inverse, le digital, il peut permettre de remettre de l'humain là où on en manque. Aujourd'hui, dans les réflexions qu'on a,
on a une vraie réflexion autour du vieillissement de la population, autour de la limitation d'un certain nombre de personnes en termes de déplacement. Donc, pour être concret, quand vous avez des centaines de milliers de volumes dans une bibliothèque dans le plein centre d'Angers, que vous avez des personnes âgées qui habitent à 30 km et qui ne peuvent pas se déplacer, si demain, à travers des dispositifs de type liseuse, on a la possibilité de leur donner accès à de la lecture avec un téléchargement et avec de la dématérialisation, le digital va permettre d'amener un confort ou un réconfort différent. Pourquoi est-ce qu'on s'efforce de regarder comment on met du Skype ou des ordinateurs dans nos foyers logements et dans nos maisons de retraite? Parce qu'on s'aperçoit que ça recrée du lien. La limite, c'est quand ça donne la bonne conscience aux petits-enfants ou aux arrière-petits-enfants de se dire « c'est pas la peine que j'y aille, il suffira que je lui passe un coup de fil ou que je lui envoie un mail ». Et là, le compte n'y est pas forcément. Mais on peut faire en sorte, en mettant de l'humain dans le digital et du digital qui se préoccupe de la façon d'augmenter l'humain, de concilier ces deux objectifs. Ensuite, c'est un travail de dosage. Et heureusement qu'il y a des spécialistes comme Vincent, comme d'autres, pour nous aider à déterminer la manière d'avancer et de progresser sur ces sujets. Eh bien, merci pour les questions. Merci. Merci. Alors, bon, une dernière question. Et avant de poser la question, Non, je vous propose de dernière tweeter question. la punchline. Le digital le plus puissant est celui dans lequel il y a plus d'humains. C'est pour ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Attendez, une question. Bonjour Monsieur le maire, Jean-Christophe de la société Smart Power. On fait des crampons de rugby de foot dernière génération, donc, dans le produit innovant. Pour une start-up, qu'est-ce que pourrait apporter la communauté, la ville d'Angers pour aider au développement d'une start-up? Vous avez parlé de structure et notamment de l'Asie pour justement aider à accompagner cette société ou des sociétés dans l'innovation, justement pour aider au développement et pourquoi pas à la production. Alors ça c'est une question très rapide. Réponse très la rapide réponse, aussi. elle va être la suivante. Moi je suis convaincu que aujourd'hui, un créateur d'entreprise, il ne peut pas avoir comme ambition de se dire je vais faire un produit qui va plaire et si tout va bien, je les vendrai à tous les gens qui sont dans ma rue, point. Même pas à son département, à son pays. Aujourd'hui, quand vous créez une boîte, il faut que cette ambition, ce soit potentiellement une ambition mondiale. On va quand même pas être les seuls à considérer que notre marché, c'est la France, point barre, alors que les autres, en particulier les anglo-saxons, ont compris depuis longtemps qu'ils n'avaient aucune raison de s'interdire d'aller chasser sur nos propres terres. À partir du moment où il y a une ambition mondiale, le sujet, c'est de se demander ce que sont les atouts que nous avons et que les autres n'ont pas. On a crânement été défendre notre chance pour accueillir le World Electronic Forum à Angers, où on a réussi à convaincre à Singapour les acteurs du monde de l'électronique de nous confier l'accueil du World Electronic Forum qui était venu en Europe pour la dernière fois à Londres en 1995. Et en 2017, après Seattle et Singapour, le World Electronic Forum était à Angers et cette année, j'y étais il y a 15 jours, il était à Pékin. Donc quand un jour quelqu'un regardera la liste des villes qui l'ont accueilli, bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a dit, écoutez, vos congrès, c'est partout les mêmes. Vous allez dans des palaces 5 étoiles climatisés, les salles se ressemblent, il y a la couleur de la moquette qui change, la langue qui est parlée dans le hall, parce que dans les réunions, c'est de l'anglais, et puis la nature des buffets, c'est du riz cantonais ou c'est des trucs barbecue. Bon, venez chez nous, vous verrez des châteaux, vous boirez du vin, on vous emmènera dans les vignes, et vous verrez ce que c'est que l'art de vivre à la française, bon, avec une ambition. Maintenant qu'on a disrupté le système puisqu'on n'était pas capable de le copier, c'est justement de pousser cette idée qu'en gros, dans l'Ouest américain, il y a la Silicon Valley. Cette Silicon Valley, elle repose sur des grandes villes comme San Francisco, San José. Mais le cœur battant de la Silicon Valley américaine, c'est une petite ville qui s'appelle Palo Alto. Le Grand Ouest français, c'est la Silicon Valley européenne, avec des grandes villes comme Rennes et son pôle sur les télécommunications, avec Nantes et sa force de frappe industrielle. Mais le cœur battant de la Silicon Valley française, c'est une petite ville qui s'appelle Angers. C'est ça mon pitch quand je suis avec des patrons. La semaine prochaine, on a des patrons philippins, une délégation d'une vingtaine de patrons philippins qui travaillent dans les semi-conducteurs électroniques qui viennent à Angers pour regarder les opportunités de coopération ou de collaboration qui existent. On a signé un MOU il y a 3 semaines avec la Chambre de commerce électronique chinoise qui va conduire des learning expéditions sur les opportunités potentielles de customisation telles que je les évoquais il y a quelques minutes. Donc il y a ce travail qu'on fait nous pour être capable d'aller porter l'étendard, le flagship de la France là-bas. Et puis, quand on arrive ici,
par rapport à des patrons, il y a 2 hypothèses. La première, c'est de s'appuyer sur la coopérative qu'on a montée Angers French Tech, en considérant que la limite de la collectivité, c'est que c'est pas à elle de faire le job. C'est aux patrons et aux entrepreneurs de prendre le relais. On est là au moment où il n'y a pas d'initiative privée pour porter le truc et pour être capable de l'entraîner. Et ensuite, l'écosystème prend le relais. On a donc une coopérative qui se structure, qui est évidemment accompagnée par nous et qui vise à aider les entreprises à aller plus vite en termes d'incubation, de développement à l'international, de présence sur les salons, etc. Et on ne donne pas d'argent, mais on vous donne des références. On vous aide à acquérir une référence. La promesse qu'on fait à Angers, c'est de dire, puisque la ville fait la bonne taille pour tester des trucs, quand vous êtes patron, une des difficultés que vous aurez pour être capable que votre produit est bien, c'est qu'à la question qui consistera à dire est-ce que ça marche, est-ce qu'il fonctionne quelque part, tant que vous ne pouvez pas répondre oui, c'est plus compliqué d'aller convaincre quelqu'un. On offre aux startups la possibilité de tester ici leur dispositif. Depuis le passage piéton connecté qui est devant l'école Saint-Martin, en passant par des éclairages intelligents dans le jardin du Mail qui sont connectés au bruit et qui s'éteignent si les gens font trop de bruit pour éviter